Quand est-ce qu'un film cesse d'être un film? Quand est-ce que ce qu'on regarde a tellement de défauts structurels, artistiques ou peu importe que, à toute fin pratique, ça devient autre chose que du cinéma essentiellement? Ben, c'est la question que je me suis posée en regardant le film d'aujourd'hui et ses suites aussi. Puis c'est une question, en fait, je pense, qui est assez intéressante quand on commence à regarder ça, mine de rien. Ça fait longtemps que je veux la poser, en fait. Mais avant de rentrer dans ces élucubrations philosophico-truc-muche, de quoi qu'on parle aujourd'hui? Ben, on parle de Astro Zombie, de Ted V. Mikels, Astro Zombie de 1968, célèbre pour un certain nombre de raisons. La première, c'est à cause de son affiche, qui est assez... qu'on voyait, tu sais, à l'époque des clubs vidéo, n'est-ce pas? C'était un film qu'on voyait assez souvent, puis qui capturait... c'est ça, c'est une image intrigante, si on veut. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que le monstre sur l'affiche, il est dans le film. On le voit, en effet, dans le film. La mauvaise nouvelle, vous la comprenez assez vite quand vous voyez le monstre en question. Puis son masque en caoutchouc, qui me semblait, à un moment donné, qu'on voyait carrément l'ouverture en arrière de sa tête, là. Où le masque est... Bon, peu importe. Mais c'est ça, Astro Zombie, donc, c'est célèbre pour ça. Puis c'est aussi célèbre comme... un de ces films dont on a déjà parlé, qui figure assez souvent sur les listes de pires films de tous les temps. Puis moi, j'avais des amis qui m'avaient dit que, comme on dit, c'est plate à mort. C'est ça qu'on m'avait dit. Puis, fait que je l'avais, tu sais, jamais vraiment regardé. Fait que c'est ça, parce qu'en plus, bon, l'affiche est intrigante, mais bon, il y a des raisons de croire en la regardant qu'on est en présence d'un film à très petit budget. Eh bien, toutes ces choses sont vraies. C'est un film à budget minuscule et le niveau de... Je ne veux pas être méchant, j'essaie toujours d'être positif en parlant de mes films, mais c'est pas très bon. C'est même à la limite presque inécoutable. Mais quand on a des nerfs d'acier, beaucoup de patience, etc., on y trouve quand même des qualités, bon, voilà, sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Mais de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est Astro Zombie? Ben, il y a un savant fou qui est joué par John Carradine, qu'on voit très souvent dans ce genre de film-là. Puis, qui était réputé comme étant un acteur de très haut niveau qui était prêt à jouer dans n'importe quoi pour un cachet. Puis en plus de ça, généralement, c'est un gars qui avait beaucoup de mépris, souvent, pour le film d'horreur et le film de genre. Et puis, il s'arrangeait souvent pour saboter ses prestations. Puis, pour montrer pleinement son mépris pour le scénario. Mais curieusement, là-dedans, je l'ai trouvé plutôt bon. C'est ça. Moi, d'habitude, John Carradine, je ne l'aime pas tellement pour la raison submentionnée. Puis, c'est ça. C'est quelqu'un... Bon, il a joué Dracula dans un film de Universal, je pense que c'est House of Dracula ou House of Frankenstein, un des deux, ou les deux. Là-dedans, il faisait plutôt un bon Dracula, je l'avais trouvé plutôt très bon. Puis, ça lui arrive, là, tu sais, c'est ça, d'être bon dans un certain nombre de films, mais souvent dans ces films de genre, il n'est pas terrible. Mais là-dedans, il a l'air de prendre son rôle au sérieux. Puis il est accompagné d'un Igor, dont j'ai oublié le nom. Puis il y a une affaire que j'ai adorée, c'est un petit détail, mais c'est que Igor est en train... Igor est en train d'aider John Carradine, puis il fait des expériences scientifiques, mais tu sais... c'est à la science ce que la gouache est à la chapelle Sixtine, essentiellement. Donc, il y a une fille, puis il vide la fille de son sang. C'est ce genre de film-là. Puis, il y a deux tuyaux avec deux bassinettes. Là, puis fait que le
le sirop de maïs coloré est en train de couler d'un bord, puis là, il fait puis, c'est assez long, là, ce bout-là. Fait que, puis à un moment donné, le truc que j'ai trouvé rigolo, c'était pas ça, c'est que il est en train de faire ça. Puis John Carradine lui dit Igor, tu sais, j'ai des expériences plus importantes, tu feras tes propres expériences plus tard. Parce que c'est son expérience scientifique, là. Parce que, clairement, le docteur Frankenstein du pauvre ici, John Carradine, et son Igor à bon marché sont deux scientifiques, là. Ils seront là parce que c'est des collègues scientifiques, par amour de la science. Ils sont en train de faire ça, là, pour repousser les frontières de la connaissance humaine. Ils sont en train de créer une armée de zombies de l'espace. Bon, puis c'est justement Igor et Frankenstein qui travaillent dans un sous-sol quelque part à Los Angeles, je ne sais pas trop quoi, veulent créer une armée de astro-zombies. Puis je pense que c'est une affaire d'astronautes là-dedans, d'aller dans l'espace, mais c'est pas des extraterrestres, là, c'est des genres de monstres de Frankenstein. Bon, OK. Puis j'ai dit une armée, mais on en voit deux là-dedans. Il y en a un, en fait, vraiment, qui est à l'œuvre tout le long, puis à la fin, il y en a un deuxième qui est réanimé. Et je soupçonne extrêmement fortement qu'il y avait juste un masque. Je n'ai pas vérifié si on voyait les deux en même temps, mais c'est un peu comme Superman puis Clark Kent. Là. On ne voit jamais les deux dans le même espace en même temps, n'est-ce pas? Peut-être parce que c'est la même personne. Ou le même masque en caoutchouc. Toujours est-il que, en gros, le film, c'est ça. Essentiellement, c'est Frankenstein, d'un côté, puis un genre de James Bond ou d'équipe de James Bond, okay, des agents secrets qui sont à la recherche donc de ce savant fou parce qu'eux, ils savent qu'il veut créer son armée de zombies. Puis l'autre groupe qui est au courant, c'est les espions de puissance étrangère. Donc, il y a une femme qui est vaguement chinoise et qui est notre méchant principal avec John Carradine. Puis, elle est accompagnée d'un genre de Puertoricain, je ne sais pas trop quoi, là, qui est un genre de sociopathe sadique. C'est le genre de personne, ça arrive dans le film, qu'il a le choix de te tuer avec un gun, mais avec un fusil, mais il dit « Ah non, c'est plus agréable avec mon couteau », puis il sort son couteau, là. C'est ce genre de personnage-là qui fait « C'est un petit peu ce genre de personnage-là. Puis, il y a d'autres affaires de même. En tout cas, c'est ça. Les espions étrangers font affaire avec des gens de mafieux pour retrouver ce savant fou parce qu'ils veulent avoir la technologie du zombie de l'espace. Puis nos James Bond à bon marché font équipe pour essayer eux aussi de les trouver. Et à la fin, et pendant ce temps-là, le astro-zombie en question sème la terreur dans la cité, dans la ville, et à la fin, ben, tout le monde s'affronte dans le sous-sol, et puis les gentils gagnent. Donc, Astro-Zombie, en gros, c'est ça. Fait que pourquoi c'est bon? Ben, c'est ça. À part pour le facteur psychotronique que j'ai déjà évoqué, à part pour le fait que c'est un film légendaire, en vérité. Tu sais, je pense que The Misfits c'est un groupe rock, là, rock punk, ce genre de groupe-là, un peu psychobilly, là, qui faisait beaucoup des hommages au film cinéma de genre des années 50, particulièrement les séries B. Ben, ils ont une chanson qui s'appelle Astro Zombie. Donc, je pense aussi que c'est eux autres qui faisaient The Human Fly, une chanson que ça, je l'aime beaucoup, cette chanson-là. Voilà, c'est très second degré, là. Puis, bon. Fait que, il y a certainement tout ce côté-là, là, que c'est un film essentiellement légendaire dans le fond de cale là, de la série B de science-fiction. Même plus série Z que série B. Mais à part pour ça, est-ce qu'il y a des qualités véritables dans le film? Oui.
Puis ce que j'ai trouvé, moi, c'est que... ben, deux choses, en fait. Puis c'est remarquable à quel point c'est pas bon. Là. Je vais le dire avant dans les qualités, là, je vais quand même le dire avant que il n'y a rien vraiment qui peut vous préparer, OK, au niveau d'ineptitude, en quelque part, qu'on voit dans le film. Mais j'aime pas ça dire ça parce qu'il y a tellement de gens qui cassent du sucre sur le dos des films de genre, ou des films même des films pas bons. Puis, mais tu sais, j'avais un modèle réduit quand j'étais petit, The Visible Man. Tu sais, c'est un homme, c'est les organes, puis les os. Tu sais, c'était ça le modèle réduit, là. On voit ça, des fois, on le voyait à l'occasion dans les bureaux de médecins, des fois, là. Puis, ben, je l'avais fait quand j'étais petit, ce modèle-là. Je l'ai eu sur mon bureau pendant longtemps. Mais un des héros dans le film, un des savants qui travaille avec les James Bond, là, son expérience scientifique, puis il nous la montre vraiment longtemps, là, de longues minutes du film, on le voit travailler là-dessus, c'est assembler ce modèle réduit-là, que tu peux acheter au magasin, là, même à l'époque, là, tu sais. Je la comprends toujours pas, celle-là. Puis tout le monde le prend super au sérieux, là. Retournez à votre travail, docteur Untel, tu sais, bon, puis... ils tendent un piège plus tard pour que le monstre attaque la fille, là, dans le laboratoire. Puis il y a des longs inserts là, sur cette maquette-là. Il y a des gens d'affaires comme ça. Le générique, c'est des robots crincables, là, puis des chars d'assaut téléguidés, ce genre d'affaires-là. Là. C'est juste des robots crincables. C'est le niveau artistique de quelqu'un, d'un garçon de 12 ans enthousiaste, dont c'est le premier film, à 8 mm. Ça va pas à ce niveau-là. Mais, deux choses sont bonnes. Premièrement, tout le monde prend le film au sérieux. OK? Puis, ça se reflète, par exemple, dans l'interprétation de John Carradine, qui a de l'air c'est ça, de traiter le matériel avec respect. Puis j'ai lu tantôt sur l'IMDb, dans les trivia, là, dans les bons. Puis je sais pas si c'est vrai, je l'ai pas vérifié, j'ai pas vu ça ailleurs que sur l'IMDb, je suis pas allé vérifier dans la documentation les sources, mais apparemment la maison, une des maisons où c'est tourné, peut-être la maison justement de John Carradine, c'était la maison de Peter Falk. Peter Falk, l'inspecteur Colombo, là. Grand ami de John Cassavetes, là, je pense que c'est lui aussi qui joue dans A Woman Under the Influence. Bon, ça, c'est environ 10 ans après, tout ça, Colombo, puis c'est quelques années après, puis ça, puis l'époque Cassavetes, mais c'est ça, c'était apparemment la maison de Peter Falk. Et apparemment, Peter Falk était prêt à jouer dans le film, à jouer un caméo, puis il était quand même c'était déjà, je pense, un acteur professionnel à ce moment-là. Puis Ted V. Mikels, notre réalisateur, a refusé, apparemment, selon l'IMDb, a refusé parce qu'il trouvait que Peter Falk n'était pas assez sérieux, qu'il allait pas traiter le matériel avec la dignité et le respect que lui voulait apporter à son œuvre. Puis ça m'a surpris un peu quand j'ai vu ça, mais ça m'amène à mon autre point qui est ça se voit en regardant le film que Ted V. Mikels aime le cinéma. Ça se voit en tout cas dans celui-là. Puis ça se voit parce que même si il est très incompétent, il utilise des clichés du cinéma qu'on voit souvent. Il utilise la grammaire du cinéma, la grammaire classique. Là. Il utilise des affaires du style Hitchcock. Là, ouais. Où est-ce que le monstre arrive avec un couteau, puis là, il attaque la fille avec le couteau, puis il y a l'ombre qui reflète, puis le sang avec la bouche. Bon, des genres de séquences comme ça. Ben, c'est hyper cliché, mais il y a une technique quand même là-dedans. Là.
quand on y pense. Là. Tu peux pas juste mettre des plans n'importe comment puis que ça produise l'effet. Pour que ça produise l'effet hyper cliché, ça veut dire que tu l'as vu super souvent puis que tu es capable de reproduire cette affaire-là. Puis c'est ça. Il y a probablement d'autres moments dans le film, là, il y aura d'autres exemples, mais celui qui m'est plus resté en tête, c'est ça. Il y a d'autres scènes d'attaque. Donc, mais c'est ça, quand le monstre attaque, c'est mis en scène à peu près de la manière dont Hitchcock le fait. Bon, Hitchcock est un génie, Ted Michaels un peu moins. Bon, écoute, si t'es pour copier de quelqu'un, copie des génies. Hein, je pense que c'est David Bowie qui disait ça. Voilà. Fait que c'est un peu ça qui m'a amené à ma réflexion d'aujourd'hui. Puis comme je le mentionne, c'est quelque chose que je voulais mentionner depuis super longtemps. Parce qu'il y a eu des suites de Astro Zombie. Il y en a eu 3. C'est une franchise, là. OK? Donc, il y a eu... la première suite est sortie, je pense, en 2004. Tout ça, je ne savais pas que ça existait à aller jusqu'à très récemment. Là. Puis c'est sorti directement en vidéo. Puis fait que le 2, c'est Mark of the Astro Zombie. Puis il y a un 3 dont j'oublie le nom, puis il y a un 4 dont j'oublie le nom. Puis tout ça, c'est sur YouTube, évidemment. Fait que je te allé regarder un peu de quoi ça a de l'air. Puis il n'y a pas la qualité que j'ai trouvée là-dedans. Il n'y a pas la qualité de... tu sais, ça a l'air à la place d'être ton neveu de 12 ans enthousiaste avec une caméra 8 mm, c'est le premier adolescent que tu trouves dans un McDo à qui tu refiles ton téléphone, essentiellement, puis tu lui dis fais n'importe quoi avec, puis ça va être ça mon film. Vous voyez ce que je veux dire, tu sais? Puis en fait, je suis pas mal certain que l'ado en question, il ferait le meilleur job, il ferait le meilleur boulot. C'est inécoutable. C'est vraiment inécoutable. Bon, il y a du gore, là, il y a des effets spéciaux, mais c'est vraiment, 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 vraiment tellement pas bon que ça rentre dans la catégorie que j'appelle à peine un film. Ou est-ce que c'est est-ce que c'est encore du cinéma à ce moment-là? T'sais? Puis voilà. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais encore une fois juste lister quelques-unes des. Parce que mon hypothèse ici, mon idée ici, c'est que il n'y a pas une affaire qui fait que il y a clairement 2 catégories d'objets. OK? Comme mettons, si tu prends c'est ça, une caméra VHS, OK? Puis que tu enregistres ta TV, OK? Ou mettons ton souper de Noël avec ta caméra VHS, OK? Puis c'est ça que... C'est ça ton... C'est ça, là. OK? Tu peux être sur pause. Puis ta vidéo, là, c'est ton souper de Noël, une seule prise enregistrée sur une caméra VHS. Bon, est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est du cinéma? Ben, probablement que la plupart des gens diraient non, tu sais. OK? Mais si je mets un générique au début puis à la fin, si je mets un titre, tu sais, genre La saga de Pépère, quelque chose comme ça, tu sais, Histoire d'une dinde, n'importe quoi, tu sais, terreur autour du sapin, n'importe quoi. Tu mets un titre au début, OK, puis tu mets un générique à la fin. Déjà, en partant, t'as question... Ouais, puis c'est la même affaire, là, OK? Ben, est-ce que c'est plus un film? Ben, d'un côté, non, mais quand tu y penses, quand tu commences à rajouter des affaires comme ça, il vient un stade où tu commences à te poser la question, là, tu sais, s'il y a du montage, s'il y a des... Bon, mais c'est ça, mon point, c'est que c'est une question que je me suis beaucoup demandé parce que il y a tellement de films de science-fiction ou de films en général dans les 20 dernières années, là, mettons, à partir d'environ 2000 à aujourd'hui. Puis même des films à gros budget qui sont inécoutables, c'est ça, puis qui sont tellement loin
de tout ce qu'on peut reconnaître comme ayant les qualités du cinéma, les qualités dans le sens positif, moi c'est juste dans le sens les attributs là, du cinéma, que c'est ça, la question se pose. Fait que j'ai listé quelques idées que j'avais de trucs qui sont, c'est ça, des exemples de ce que j'ai en tête quand je dis ça. Puis c'est ça, la conclusion à laquelle moi j'en viens, c'est que, c'est ça, c'est pas un de ces items-là, c'est même pas plusieurs de ces items-là, c'est juste qu'il y a un seuil critique qui est passé à un moment donné, puis c'est ça, personne ne peut savoir où la ligne, mais il y a quand même deux statuts, là, deux états, là, genre un film puis pas un film. OK. Puis je pense que c'est vrai pour n'importe quoi. Il y a des questions, c'est plus profond qu'il n'en est l'air. En tout cas. Je l'espère, en tout cas. Toujours est-il que c'est ça. La première affaire, c'est la caméra qui tremble tout le temps. Puis il y a ça dans beaucoup de films à gros budget hollywoodiens. Je pense que les Jason Bourne sont comme ça, là, toute la série des Jason Bourne. Elysium, c'est celui qui m'est venu en tête en premier, en fait, là, que j'avais trouvé excellent. Là, okay? Puis il y a Matt Damon, je pense qu'il y a Sigourney Weaver là-dedans. C'est par le gars qui a fait District 9. Là. Puis, ouais, je l'ai vu au cinéma, j'ai trouvé ça excellent, mais en même temps, la caméra est tout le temps en train de trembler. Là. Tu vois rien, en quelque part, dans ce film-là. Des grands bouts, c'est rien la couleur qui fait... Il n'y a rien, là. Il n'y a pas de cadrage, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de montage, en quelque part, là, tu sais. Puis, j'ai vu à un moment donné quelqu'un qui disait que il y a des raisons budgétaires à ça. Puis la raison pour laquelle maintenant on voit partout cette affaire-là de caméra qui tremble tout le temps, c'est que tu peux tourner une séquence d'action en 3 jours comme ça, ou une journée. Puis quand on va comparer avec les séquences d'action dans les James Bond ou les Mad Max ou French Connection là, de William Friedkin, il y a une séquence en particulier de poursuite en voiture. Là. Puis c'est ça, dans French Connection, je crois que ça leur a pris des semaines et des semaines. Là. OK? Le Mad Max, le dernier qui est tourné, je pense que ça se compte pratiquement en années. Là, je veux dire, ça a été long en crise, là, tourner ça. T'sais. Puis il y a eu des problèmes. George Miller a eu des problèmes avec, je pense avec Charlize Theron en particulier, certainement, à cause que c'était tellement long. Puis tout ce qu'ils voyaient, c'était du chaos et des accidents, essentiellement. Fait qu'à un moment donné, il y a eu de la friction sur le plateau à cause de ça. Bon. Mais quand tu regardes le film, c'est un chef-d'œuvre. Le dernier Mad Max, moi, j'ai trouvé ça prodigieusement bon. Le dernier, j'oublie comment il s'appelle, le plus récent, mais le 4, là, OK. Mais celui avec Tom Hardy, je pense. Mais c'est ça, bon. C'est très, 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 très long, tu sais, pour faire des films comme ça, des scènes d'action. Puis aujourd'hui, ben, même les films qui coûtent des centaines de millions de dollars, ils n'ont pas le budget pour faire ça, essentiellement. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté un film de Marvel, mais je serais intéressé de voir les séquences d'action, en fait. Il faudrait comparer comment est-ce qu'eux, ils s'y prennent, puis c'est quoi leur budget qu'ils ont, puis le côté matériel de ça, comment est-ce qu'ils font. Puis, il y a plein de questions intéressantes quand on commence à aller dans cette direction-là, parce que c'est la question de comment est-ce que les moyens de production, puis l'évolution des moyens de production, puis les questions économiques affectent l'activité humaine, quelle qu'elle soit, essentiellement. Puis c'est intéressant de comparer avec les films muets, les trucs à la CSLB 2000, où est-ce que tu avais genre, je vais pas vérifier les vrais chiffres, mais tu as 10 000 figurants, des décors qui coûteraient l'équivalent de 80 millions aujourd'hui, là, juste fait en vrai, avec des statues de 50 mètres de haut, puis des affaires comme ça. Ça se faisait à l'époque du muet, là, ces affaires-là. Il y a vraiment, vraiment plein de pistes intéressantes dans cette direction-là. Mais aujourd'hui, pour un paquet de raisons économiques qui seraient intéressantes en elles-mêmes à plein de niveaux, ben c'est ça, éventuellement, il n'est plus devenu souhaitable ou possible pour la plupart des films de tourner des séquences d'action comme ça. Il y a même des James Bond où est-ce que, de mémoire, là, encore une fois, je pense à Quantum of Solace, qui est un petit peu justement en caméra qui... Ça fait longtemps que je l'ai regardé, là, mais c'est ça. Là, ce que je m'en vais avec ça, c'est que quand on voit des films qui tremblent comme ça, moi, je trouve que c'est ça. Ouais, c'est encore un film, il y a encore il y a encore
des comédiens, puis des affaires qui se passent, puis des images qui bougent, mais on perd énormément de la saveur du cinéma, essentiellement. Là. Je veux dire, c'est juste... C'est assez plus proche, ça, que... N'importe qui peut prendre un téléphone puis faire comme ça, puis c'est une séquence d'action. Pas pour être désobligeant, mais il n'y a rien là. Okay? Puis l'autre affaire, c'est le médium a changé. Le médium physique, le support physique a changé. Maintenant, c'est rendu digital. Avant, c'était de la pellicule. Puis il y a une période de transition entre les deux où est-ce que moi, j'ai fait des courts-métrages il y a très longtemps, puis j'ai un peu le projet de refaire des films là, dans un futur pas trop lointain, mais pendant un bout de temps, j'en faisais, puis c'était quand il y avait de la mini-DV à l'époque. Là. Donc, on tournait avec des PD-150, des genres de caméras comme ça. Canon XL1, ce genre d'appareil de même. Puis, la grosse affaire, c'était est-ce qu'il y a moyen de tourner avec ce support digital-là, puis que ça ressemble à de la pellicule. Okay? Puis la pellicule a une autre, c'est le 35 mm en particulier, mais aussi le 16 mm, a complètement une autre esthétique que le digital. C'est plus chaleureux, essentiellement, un peu comme le vinyle. Mais c'est aussi beaucoup plus dispendieux. La pellicule, c'est ça, ça coûte très, 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 très cher. Là. C'est le jour puis la nuit. C'est genre 2 ordres de grandeur. Là. Je veux dire, c'est vraiment beaucoup plus cher. Puis ça prend beaucoup plus de... C'est plus compliqué, là, tourner avec la caméra. Bon, peu importe. Le fait est que, visuellement, c'est différent. Puis c'est ça, à l'époque, on cherchait beaucoup... il y a des filtres avec Film Look dans le nom. On cherchait beaucoup des méthodes de reproduire l'aspect visuel de la pellicule parce que le cinéma, c'est ça, ça fait plus cinéma. Puis ça a rapport avec le nombre d'images par seconde, ça a rapport avec, c'est ça, il y a des comparaisons à faire avec le vinyle, par exemple, puis mettons une cassette audio, là, bon. Mais bon, aujourd'hui, à peu près tout est tourné en digital, il y a pratiquement plus de pellicule qui est employée, puis les caméras digitales sont bien meilleures que dans le temps. Mais aller comparer avec un film de série Z des années 80, début 80, ça a quand même un cachet que le Hobbit n'a pas. Mettons, le Hobbit, je pense à ça parce que je pense que c'est tourné en 60 FPS, là, 60 images par seconde. Bon. Fait que c'est ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas du film, mais ça veut dire que, OK, dans le film contemporain, dans bien des films contemporains, des dizaines et des dizaines de films de science-fiction qui sortent par année, on dirait, ces temps-ci. Bien, souvent, c'est ça, c'est avec une caméra qui remue beaucoup, c'est tourné en digital, ça fait qu'on a perdu une partie du langage cinématographique, on a perdu une partie de l'aspect visuel, l'esthétique du support en tant que tel, genre le fait que c'est de la pellicule, la chaleur, la manière dont c'est ça, l'objet physique réagit à la lumière maintenant que c'est enregistré, le fait que l'effet sur tes yeux est différent à 24 images secondes que 30 ou 60 images par seconde, OK? Puis, bon, tous des genres de questions comme ça. Fait que, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à part ça? Est-ce que tu peux avoir du digital, puis avoir du 30 ou 60 images par seconde, puis de la caméra qui vibre tout le temps, puis avoir des bons films? Oui, absolument. Mais, OK, supposons qu'on utilise un autre type de langage cinématographique. Est-ce qu'à ce moment-là, ça cesse est-ce que c'est ça qui fait que ça cesse du cinéma? Est-ce que c'est ça qui fait que, mettons qu'il n'y a plus, on ne reconnaît plus d'histoire, par exemple? Ben, encore une fois, si on regarde très rapidement, non, parce qu'il y a des tonnes de monde qui font ça. Qui le font pratiquement depuis le début du cinéma. J'ai regardé un petit bout de tantôt de L'homme à la caméra, là, j'oublie son nom. Je l'écrirai en bas, mais c'est ça, c'est un film expérimental russe de 1929, je pense. Bon. Puis c'est juste une série de super belles images. Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trame narrative, mais on suit plus ou moins un gars avec une caméra, puis il filme des affaires. Puis c'est des belles images. Puis
Bon, c'est ça, je ne l'ai jamais vu au complet. J'étais curieux, j'ai pensé l'écouter au complet tantôt puis le mettre en recommandation, mais honnêtement, après 15 minutes, je me suis un petit peu tanné, honnêtement. Peut-être que je n'étais pas du mal à le regarder, mais c'est super beau, là, pareil. C'est juste qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de trame narrative. Fait que c'est une série d'images déconnectées, mais en même temps, il y a quelque chose qui marche, certainement au début, parce que ça produit quand même un effet esthétique, OK, qui a la saveur du cinéma, certainement au début. Fait que... puis c'est généralement considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma, même s'il n'y a pas d'histoire, puis qu'il n'y a pas... Bon, c'est ça. Puis, dans une autre vidéo en tout cas, j'ai filmé déjà, qui est probablement déjà en ligne au moment que vous regardez ceci, ben, j'ai parlé de Peter Watkins. Peter Watkins, un de mes réalisateurs préférés, grand génie du cinéma, il fait pratiquement que des faux documentaires. Puis lui considère que la grammaire classique du cinéma, avec les plans, le montage, tout ça, le montage rapide, la musique, que tout ça, c'est abrutissant et aliénant pour les spectateurs et que c'est une forme de domination. Ça participe à la domination sociale, au contrôle de l'individu, etc. C'est seulement que c'est répressif et oppressif, grosso modo. Vous irez le lire, là. C'est plus intelligent la manière qu'il en parle, mais c'est à peu près ça. C'est assez proche, je pense, de son propos, là, maintenant que je le résume. Fait que lui, c'est ça, il utilise un autre type de langage cinématographique basé sur le faux documentaire où les gens vont souvent regarder directement l'objectif, ce qu'on n'est pas supposé faire. Il utilise des acteurs amateurs, etc. Bon, des longs plans séquences. Ben, clairement, c'est du cinéma. Non seulement c'est du cinéma, mais c'est des chefs-d'œuvre. Il y a des tonnes, c'est ça. Il a fait des tonnes de films qui sont certainement dans mes films préférés à moi, des films que j'adore produire énormément. Mais il utilise une autre grammaire du cinéma. Puis c'est ça, des gens qui utilisent un autre langage cinématographique que le langage classique. Ben, il y a Tarkovsky jusqu'à un certain point, avec ses plans interminables. Tarkovsky, un autre de mes réalisateurs préférés. Des fois, c'est un peu plate, là, mais bon, c'est quand même transcendant et génial. C'est quand même des grands... Voilà, c'est super bon. Mais c'est ça, qui transgresse un certain nombre de codes du cinéma traditionnel. Puis ça demeure du cinéma et des chefs-d'œuvre. OK? Alain Resnais, même chose, un autre de mes réalisateurs préférés, célèbre pour l'année dernière à Marianne Bad, Hiroshima mon amour, puis un paquet de films, une couple de science-fiction, Je t'aime, je pense que je ne l'ai pas vu, mais bref, là, une longue série de films, certains plus traditionnels, d'autres beaucoup plus expérimentaux. Excellent film, OK? Puis c'est intéressant, entre autres, parce que Alain Resnais a déjà dit en entrevue, essentiellement, qu'il tournait des films qui n'utilisent pas la grammaire traditionnelle, quoi qu'il y en a que c'est le cas, il y en a qui sont plutôt très traditionnels, mais il y en a souvent que ce ne l'est pas du tout, puis il avait répondu essentiellement que c'est parce qu'il ne savait pas faire autrement. Il a essentiellement dit, c'est parce que, je sais pas quoi, c'est quasiment par incompétence, là. C'est quasiment ça qu'il a dit, sans jugement de valeur, là, mais... Puis c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma. C'en est un autre génie. Là, OK? Mais il utilise complètement un autre langage. Puis tu sais, il y a d'autres exemples comme ça. Chris Marker qui a fait La Jetée. Bon, qu'est-ce que j'ai noté? Là? Il y a un film que je n'ai pas vu, mais un autre film expérimental qui s'appelle Wax or the Discovery of Television Among the Bees. Je pense que c'est tourné en vidéo. C'est une autre affaire hyper expérimentale. Il y a William Burroughs là-dedans, bon. Mais ça tombe encore dans le cinéma, bon. Ou probablement que la plupart des gens diraient que oui, mais encore une fois, bon. Mais c'est peut-être plus proche de la limite, là. Je sais pas, j'ai vu des petits bouts, puis ça a l'air assez décousu. Ça a l'air VHS décousu, essentiellement. Mais il y a quelque chose quand même là-dedans. Donc, mais en tout cas, moi, j'avais vu Wax me semblait plus... C'est ça, être proche de la zone où est-ce que ça devient autre chose que du cinéma. Il y a la vidéo d'art, moi j'en ai vu un petit peu dans le temps, qui se présente comme étant pas du cinéma. C'est genre... j'en avais vu dans le temps, là, justement dans le temps de mes courts-métrages à l'époque. C'est genre, OK, on va filmer en VHS, on va filmer une larve ou une limace pendant 20 minutes sur un fond gris. Bon, est-ce que ça c'est du cinéma? Je ne sais pas, moi. Mais c'est ça. Donc,
Bon, les films de Méliès, est-ce que c'est du cinéma? Les films de Bollywood, ben, clairement, c'est du cinéma, mais en même temps, le langage est extrêmement différent avec les comédies musicales puis tout ça. Mais bon, il y a une histoire, etc. Donc, c'est ça. Je donne tous ces exemples-là pour dire que ben, c'est pas le langage qui est utilisé qui fait que quelque chose est ou cesse d'être du cinéma, parce qu'il y a plein d'utilisations différentes. C'est pas la technologie qui est employée, c'est pas le support qui est utilisé, c'est pas les conditions commerciales dans lesquelles c'est fait, parce qu'il y a des films, tu sais, il y avait une fille qui avait fait à un moment donné, je l'ai pas vu, mais ça avait l'air super bon, Nadja, je pense que ça s'appelle, un film de vampire tourné avec carrément, je crois me souvenir, une caméra Fisher-Price, là. Je pense que ça avait coûté 16 000 $. C'est bon, Primer, si on veut, c'est un peu un genre de film comme ça. Bon, fait que c'est ça, c'est pas les conditions économiques, c'est pas le budget, c'est pas rien, c'est pas la compétence ou l'incompétence. Toutes ces affaires-là peuvent être réunies dans un même film. Il peut y avoir toutes toutes les affaires qu'on pense qui sont associées au cinéma peuvent être pas là, puis on est quand même en présence de quelque chose qu'on reconnaît comme étant du cinéma. Mais quand je regarde, c'est ça, beaucoup des films, c'est ça, là, qui sont souvent des copies de films avec la caméra qui, c'est pas pour être snob, mais je veux dire, c'est ça. Il y a une catégorie de films qui sont présentés comme des films qui sont littéralement vendus. Là. Je veux dire, il y a une transaction commerciale d'impliquer quelque part. Là. Un diffuseur a payé pour avoir le droit de projeter ce film-là. Ou ben donc, bon, ça fait que c'est considéré comme des films, mais je pense que le cinéma n'est pas présent dans ces affaires-là. Ça fait peut-être un peu métaphysique, mais j'ai l'impression qu'il est arrivé quelque chose à un moment donné où est-ce qu'il y a tellement d'affaires associées au cinéma qui en ont été retirées dans la pratique plus ou moins quotidienne. Il y a tellement de monde qui se sont mis à ne pas utiliser le langage, puis les artifices, puis le support, qui sont reconnaissables comme du cinéma. C'est comme s'il y avait un basculement qui s'était fait à un moment donné. Puis aujourd'hui, le cinéma, tout le monde s'en fout, là. Je sais bien qu'il y a eu le COVID, mais c'est ça. Martin Scorsese, son dernier film de gangster, là, fait un des plus grands réalisateurs, un réalisateur légendaire, réputé légendaire à cause de ses films de gangster, qui a fait Mean Streets, Goodfellas puis Casino, fait un film avec Al Pacino, OK, puis Robert De Niro, puis Joe Pesci, OK, film de gangster, puis il n'a pas trouvé de distributeur pour le montrer en salle, essentiellement. C'est Netflix qui l'a passé. Puis c'est quasiment passé inaperçu, jusqu'à un certain point. Bon, fait que tout ça, c'est inconcevable, quelque part, mettons, il y a 20 ans, tu sais. Ça fait qu'il s'est passé quelque chose, là. OK, il s'est passé quelque chose dans... Puis Tarantino mentionne ça, là, que l'industrie du cinéma a changé, puis c'est devenu... Il y a encore une industrie du cinéma, mais le cinéma en tant que tel est presque disparu, en fait. Okay. Puis il subsiste encore dans des films, par exemple, comme les films de Denis Villeneuve, Arrival en particulier, dont je parle souvent, mais... bon, c'est ça, Dune ou son Blade Runner, c'est clairement... du grand cinéma, je tentais de dire, là, tu sais, bon, c'est ça, certainement Arrival, bon. Fait que c'est ça, puis, non, Denis Villeneuve est un grand réalisateur, puis il fait du cinéma. Okay. Puis il y a des gens qui en font. Mais c'est rendu pratiquement une anomalie, à mon avis, t'sais. Puis, ma conclusion par rapport à ça, c'est que c'est la même chose pour le cinéma que pour n'importe quoi d'autre, déjà. Puis c'est la même chose, je suis tenté de faire le rapprochement avec, mettons, les conventions sociales ou les normes sociales. Okay. Qu'est-ce qui fait que la société tient? Parce que tout ça, c'est des conventions, en fait. C'est des habitudes puis des conventions. Puis en ce qui concerne le cinéma, ben,
c'est ça, ou qu'est-ce que c'est la science-fiction? On a déjà parlé de ça. Ben, il n'y a pas de réponse définitive parce qu'il y a, d'un côté, il n'y a pas la chose en soi. Mais il y a quand même, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut dire, ça, c'en est, puis ça, c'en est pas. Puis il y a quand même, il semble y avoir quand même un phénomène qui se produit, par exemple dans le cadre du cinéma, où est-ce que quand on enlève suffisamment, on érode suffisamment les conventions, puis les, le langage, les habitudes, c'est ça, qui sont plus ou moins arbitraires, habituelles, puis dont aucune en tant que telle n'est nécessaire au maintien de la chose en soi. Mais si on en enlève trop, pendant trop longtemps, de manière trop systématique, dans trop d'œuvres différentes, bien essentiellement, la convention même, l'idée même qu'il existe quelque chose comme le cinéma s'effrite essentiellement. Ça cesse d'être quelque chose que les gens reconnaissent, puis ça cesse d'être quelque chose qui intéresse les gens. T'sais. Puis c'est ça, quand Scorsese disait que les films de Marvel, pour lui, c'était pas du cinéma, il s'est fait beaucoup taper dessus par un paquet de gens, mais moi, je pense qu'il a raison. Je comprends très bien ce qu'il veut dire. Puis c'est intéressant parce que le film de Marvel, ben, ça utilise ça utilise le langage cinématographique, ça utilise les ressources cinématographiques. Mais voilà, donc la piste de réflexion ici, c'est dans le monde de la matière où est-ce qu'on est, tout est toujours en transition, tout est toujours sur un spectre, mais il y a quand même des affaires qu'on reconnaît comme étant une chose ou une autre chose, c'est le chaud et le froid. Puis, c'est ça. Puis, il est possible de perdre des affaires qui nous semblent solides et éternelles, essentiellement. Puis, c'est ça. Il n'y a plus de cinéma, en toute fin pratique. Il y a 20-25 ans, travailler dans un club vidéo, c'était prestigieux parce que tu étais entouré de films. Ça, c'est l'époque où est-ce qu'il fallait faire 1 heure d'autobus ou 1 heure de métro, là, traverser la ville pour aller à Montréal, pour aller à la boîte noire, là, le gros club vidéo répertoire. Là. Puis le monde faisait, c'est ça, 30, 40, 50 minutes de métro des fois, là, pour aller passer 1 heure et demie dans le magasin à choisir ces 2 films parce que c'était 2 pour 1. Puis là, tu repartais. Tu faisais ton 45 minutes, puis là, tu écoutais tes 2 films, puis là, tu les ramenais le lendemain ou 2 jours plus tard, quelque chose comme ça. Puis c'était plein, là, plein à craquer, là. Tiens, c'était sur 2 étages, à un moment donné, de mémoire, la boîte noire. C'était une institution. Puis, ça a disparu. J'ai oublié de parler de ma recommandation. Ça fait que j'enregistre ceci quelques minutes après avoir terminé l'enregistrement de la vidéo en tant que telle. Ben, j'en ai une recommandation. J'aimerais pris un bout de temps à en trouver une. Mais c'est Inland Empire de David Lynch. Puis, j'ai voulu suggérer celui-là parce que ça aussi, c'est tourné avec une caméra digitale à la main, là, puis une caméra à mini DV, justement. Puis, il n'y a pas d'histoire, c'est long. Puis, bon, ça raconte vaguement une actrice de Hollywood qui est jouée par Laura Dern. Et puis, ça fait longtemps que je l'ai vu, là, mais il y a une affaire de... Elle est en train de tourner un film, puis là, il arrive un paquet d'affaires extrêmement bizarres, mais ça vient complètement décousu à un moment donné. Il n'y a pas de cohérence narrative dans le film. Les affaires commencent, elles finissent pas, mais on suit plus ou moins le personnage. Il y a une fois de prostitution là-dedans à un moment donné. Il y a des numéros de danse, il y a des affaires, mais c'est un exemple de film qui a tourné en digital, qui a ni queue ni tête, mais l'atmosphère est hallucinante. Puis c'est ça, je l'ai vu juste une fois, ça dure pas loin de 3 heures là, de mémoire. Puis c'est d'un certain point de vue, c'est éprouvant. C'est vraiment un climat d'angoisse là, tout le long du film, puis tout ça. Puis on comprend rien, on comprend jamais rien. Mais j'avais trouvé en l'écoutant à la fin que intellectuellement, on comprenait rien, mais émotivement, c'était limpide en quelque part qu'est-ce que ça racontait.
C'était comme un film qui exprime directement quelque chose de subconscient ou d'inconscient, que notre subconscient ou notre inconscient comprend. Puis David Lynch, c'est souvent ça. Puis, tu sais, comme la suite de Twin Peaks, la saison 3 de Twin Peaks, qui a fait il y a 3 ans, non, c'est plus que ça, il y a quelques années en tout cas, qui est une des meilleures affaires que j'ai vues de ma vie, là. Mais tu sais, 18 épisodes, plus ou moins d'une heure chaque, très dans ce ton-là, ben ça aussi, c'est ça, c'est narrativement un peu n'importe quoi, ça va dans tous les sens, c'est à l'extrême limite de la cohérence, ça l'est souvent pas du tout, c'est expérimental, il y a un plan de 4 minutes où est-ce qu'un gars, il passe le balai, puis je pense que la caméra coupe pas, c'est juste, il passe le balai pendant qu'il y a une chanson qui joue, là. Bon, mais c'est un chef-d'œuvre transcendant, la saison 3 de Twin Peaks, là. C'est une des meilleures affaires qu'un être humain a faites avec le médium cinématographique. Puis Inland Empire aussi, c'est comme ça. Puis fait que... c'est ça, c'est bon d'écouter d'autres David Lynch avant. Moi, je ne commencerai pas par celui-là, là, juste pour avoir une idée de si vous en avez jamais vu des David Lynch, c'est ça, je veux dire, c'est commencer par le plus raide, là, mais c'est vraiment une œuvre absolument prodigieuse. Puis, c'est pas de la science-fiction, mais ça défie tous les genres, là. Ça transcende le genre, là. C'est ça, c'est de la subconscient fiction, quelque chose comme ça. Fait que c'est tout ce que je veux dire pour la suggestion d'aujourd'hui, mais je tenais à en parler parce que j'aime tellement ça, en fait. Même si je l'ai vu juste une fois, ça m'est resté, là. Je suis dû pour le regarder dans pas longtemps. Inland Empire, c'est un monument du cinéma, puis je vous le recommande, là. C'est vraiment excellent. Fait que voilà, c'est ça. Donc, je vais mentionner que il y a une fille là-dedans, elle s'appelle, comment qu'elle s'appelle? Tura Satana. Elle a Satana dans son nom. C'est elle qui fait la jante plus ou moins chinoise. Puis, je la connaissais pas, mais quand tu t'appelles Tura Satana, tu mentionnes d'être nommé dans la vidéo. Puis, c'est la fille qui joue dans Faster Pussycat Kill Kill de Ross Meyer. C'est la fille... c'est sur l'affiche, c'est l'actrice principale du film. Ça fait que c'est ça, il y a quand même... c'était coécrit par un des... Michael Rogers... Comment il s'appelle? Pas Michael Rogers, mais... j'oublie son nom, le Wayne Rogers, je pense. Le gars qui a coécrit le film avec Ted Nichols, c'est un comédien qui joue dans MASH. Il y avait un des comédiens principaux dans la série de télé de MASH, là. Je pense qu'il jouait Trapper John, là, un des deux personnages principaux. Fait que il y a du talent là-dedans qui est impliqué, puis c'est ça, la fille Satana, regarde, c'est ça, fait que est-ce que c'est un film? Oui, clairement. Ici, les suites, à mon avis, vous les regarderez, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais pourquoi c'est bon, Astro Zombie, malgré c'est très nombreux défauts? Ben, c'est bon parce que, bon, c'est hyper kitsch déjà, mais parce que c'est fait avec, même si c'est complètement, même si c'est plus ou moins raté toute la ligne, c'est fait avec sérieux, puis avec amour du cinéma, puis ça paraît.